Stéphanie, donc chercheur à l'Observatoire océanologique de Banyuls, elle est professeure à Sorbonne Université. Dont elle travaille depuis son arrivée ici, c'est-à-dire en 2006, ça fait 20 ans, à l'Observatoire dans l'équipe évolution et développement des cordées, équipe qu'elle co-dirige actuellement avec Hector Escribá. Et donc, elle travaille sur Amphioxus, comme le terme de son, enfin, le titre vous le montre, et elle va nous exposer ce que l'Amphioxus peut nous apprendre sur notre tête si complexe. Je lui laisse la parole. Merci Stéphanie. Merci Anne-Marie. Merci à tous. Je suis ravie d'être ici. Je pense qu'il y en a beaucoup que je côtoie régulièrement qui se posent des questions sur ce que je fais. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu des questions qui nous intéressent. Donc dans l'équipe de recherche dans laquelle je travaille depuis déjà pas mal d'années. Donc quand j'ai écrit le titre, je me suis dit, est-ce que je vais commencer par parler de l'Amphioxus d'abord, parce que plein de tête, et notre tête. Et j'ai décidé de commencer en parlant de la tête. Donc quand je dis notre tête, je parle de la tête de nous, les êtres humains, mais en fait je voudrais vous parler de la tête de tous les animaux qui font partie du groupe des vertébrés, auquel on appartient. Donc ces animaux, ils sont caractérisés par la présence d'un squelette interne et notamment par la présence de vertèbres. Et vous avez ici la tête de plusieurs vertébrés, donc des poissons, des requins, des amphibiens, ici une tortue, des mammifères, un autre amphibien ici. Tous ces vertébrés donc, sont caractérisés par la présence de vertèbres et aussi par la présence d'une tête, comme vous le voyez sur cette image, qui est complexe. Cette tête, donc la nôtre comme celle des vertébrés, eh bien, elle inclut plusieurs structures. Un cerveau, qui correspond à la partie antérieure du système nerveux central, qui est très développé, mais pas que. Des organes d'essence bien développés aussi, comme les yeux, les oreilles, et qui sont aussi complexes. Des os, des cartilages qui sont organisés aussi d'une manière très particulière, qui donnent la forme à notre tête et qui protègent le cerveau. Mais on va trouver aussi un certain nombre de muscles qui eux aussi sont arrangés d'une manière très très spécifique et qui nous permettent de sourire, de parler, de nous nourrir, et qui sont donc essentiels au fonctionnement normal de notre tête, de la tête des vertébrés. Alors je sais, tête, certains d'entre vous ont dû se dire « Ah elle va nous parler du cerveau, elle va nous parler du système nerveux ». Bah non, en fait, je ne vais pas vous parler du système nerveux. Et puis un cerveau tout seul, en fait, c'est pas très très utile. Hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont regardé déjà ou dont les enfants ont regardé le dessin animé Capitaine Flamme. Mais ici, vous avez le professeur Simon Wright. C'est un cerveau tout seul. Il a besoin quand même d'une machine autour de lui pour pouvoir parler, pour pouvoir se déplacer. Donc un cerveau tout seul, eh bien, ce n'est pas suffisant. Des muscles seulement, c'est pas toujours non plus super. Il faut des deux. Et donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler pas du cerveau, mais des muscles, et des muscles de la tête en particulier. Alors d'où viennent les muscles ? Eh bien ces muscles, évidemment, ils vont se former au cours du développement embryonnaire. Et au cours de ce développement embryonnaire, donc on passe d'une cellule œuf, un oocyte, fécondé par un spermatozoïde, une cellule unique qui divise, qui donne plein de cellules. Et ces cellules, elles vont s'arranger chez l'embryon en plusieurs feuillets embryonnaires, donc en plusieurs groupes de cellules au début du développement. Un groupe de cellules qui est à l'extérieur, ici, de l'embryon, qu'on appelle l'ectoderme. Et c'est cet ectoderme qui va donner la peau, l'épiderme et le système nerveux. Ensuite, on a un deuxième feuillet, qui est un feuillet ici à l'intérieur de l'embryon. Ce feuillet, c'est celui qui va donner le tube digestif et les glandes associées comme le foie. C'est aussi l'endoderme qui va donner les poumons. Et entre les deux, eh bien, on a d'autres cellules qui forment ce qu'on appelle le mésoderme. Et les muscles, comme les os, les reins, le sang, les vaisseaux, sont issus de ce mésoderme. Alors, ce mésoderme, évidemment, au cours du développement, il va former différents types de structures, dont les muscles. Un bébé Hulk, non, c'est pas vrai. C'est un embryon souris, il est vert parce qu'on a coloré de manière fluorescente les muscles de cet embryon en développement en vert. Donc vous avez ici la tête, avec l'œil en train de se former, le cerveau, et ici vous avez le tronc, le corps de l'animal.
Ce corps, vous voyez qu'ici, on a des segments qui se forment. Ces segments, c'est ce qu'on appelle les somites. Et ce sont ces somites qui vont donner les muscles du tronc et qui vont aussi donner les muscles des membres. Certaines de ces somites, donc celles qui sont au niveau du cou, elles vont participer aussi à la formation des muscles du cou et elles vont participer aussi à la formation des muscles de la langue au niveau de la tête. Mais la majorité des muscles de la tête sont dérivés de structures qui ne sont pas segmentées comme les somites. Le mésoderme pharyngien, ici au niveau du pharynx, et le mésoderme précordal, qui est lui très antérieur et qui va donner naissance aux muscles extraoculaires. C'est les muscles qui nous permettent de bouger les yeux. Ici, vous avez deux petites vidéos de développement embryonnaire du poisson zèbre et du poulet. Vous voyez chez le poisson ici dans la partie antérieure, l'œil, on le voit de côté, et vous voyez ces segments qui se mettent en place ici. Vous voyez aussi ces segments qui se forment, avec cette fois-ci c'est une dorsale, de part et d'autre de la ligne médiane. Ici, on retrouve une autre structure du mésoderme qui est la notocorde. Ce que vous voyez aussi, c'est que ici, donc, on a les segments qui se forment, mais que dans la partie la plus antérieure, la tête, on n'a pas de formation de segments, on n'a pas de formation de somites. Donc les muscles de la tête, chez les vertébrés, ils sont issus d'un mésoderme qui n'est pas segmenté, contrairement au mésoderme du tronc. Si on schématise les structures du mésoderme des vertébrés, on peut les schématiser comme ça. Une vue dorsale, ici on aurait la tête et ici on aurait le tronc. Au niveau axial, on a la structure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est représentée ici en vert, qui est la notocorde, qui chez les vertébrés disparaît au cours du développement. Et dans la partie antérieure, on a la plaque précordale qui va former les muscles extraoculaires. Ensuite, au niveau de la tête, on a ce mésoderme pharyngien qui n'est pas segmenté, qui est représenté en bleu ici, et qui va donner en fait naissance à la majeure partie des muscles de la tête. Ce mésoderme pharyngien, il va aussi participer à la formation du cœur. Et puis, de part et d'autre, ici, du mésoderme segmenté des somites, on a une structure qu'on appelle le mésoderme ventral qui va participer aussi à la formation du cœur et à la formation d'autres structures mésodermiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, les vaisseaux ou les cellules sanguines. Et finalement, on a ces fameux segments, ces fameuses somites qui, elles, vont donner naissance aux muscles du tronc et aux muscles des membres. Les vertébrés donc, font partie du groupe des cordés, qui sont caractérisés par la présence de ces structures vertes que je vous ai présentées tout à l'heure, la notocorde. Vous les voyez présentées ici. Au sein des cordés, on va retrouver d'autres groupes d'animaux. On va retrouver les tuniciers, qui sont le groupe frère des vertébrés, et les céphalocordés, qu'on appelle Amphioxus. Ça y est, j'y viens, je vais vous présenter Amphioxus. Ne vous inquiétez pas. Les tuniciers, donc, qui sont le groupe frère des vertébrés, peut-être que certains d'entre vous les connaissent. Dans ce groupe, on retrouve les acidies, et notamment pour les fins gourmets, je ne sais pas si vous avez déjà mangé du violet, les violets font partie de ce groupe. Et comme vous avez pu le remarquer si vous en avez mangé, d'un point de vue morphologique, ils sont quand même relativement éloignés de ce que sont les vertébrés. D'accord ? C'est effectivement le cas, vous avez ici des images de différentes acidies, avec des couleurs différentes, certaines transparentes, très jolies, mais un plan d'organisation du corps à l'état adulte qui est assez éloigné de celui des vertébrés. Si on regarde la larve, par contre, de ces animaux, eh bien, elle ressemble à un petit étard de vertébrés, et on va y trouver une notocorde, qui est ce caractère qui est partagé par tous les cordés. Ceci étant, leur développement et leur morphologie sont relativement dérivés par rapport à ce qui existait chez l'ancêtre des cordés, et donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui des acidies, juste vous dire qu'on a la notocorde dans la queue du tétard, des muscles segmentés aussi dans la queue, mais qui ne se forment pas à partir de somites, et une structure dans le tronc qui semblerait être homologue, donc similaire et héritée de l'ancêtre commun, au mésoderme pharyngien des vertébrés. Donc nous sommes intéressés au troisième groupe, les céphalocordés et l'Amphioxus. Donc ce sont des animaux marins de quelques centimètres de long, qui vivent enfouis dans le sable, qui se nourrissent en filtrant l'eau de mer, en récupérant le phytoplancton, donc avec une entrée de l'eau par la bouche et l'eau qui ressort ici par les fentes, et entre-temps l'animal a récupéré les microalgues dont il se nourrit.
Comme vous pouvez le voir ici sur cette photographie et le schéma qui est présenté en dessous, on retrouve un plan d'organisation qui ressemble finalement à celui d'un petit poisson avec ses muscles ici en chevron en V, comme quand vous regardez un filet d'anchois. Par contre, il n'y a pas de squelette interne de vertèbres, comme chez les vertébrés, et il n'y a pas un cerveau aussi développé que celui qu'on observe chez les vertébrés. De la même manière, les organes naissants sont un petit peu moins développés que chez les vertébrés. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, comment est-ce que nous, on travaille avec cet animal? Et après, je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe avec le mésoderme. Ce sont des animaux qu'on retrouve dans les fonds marins peu profonds. Donc, je vous l'ai dit, ils vivent enfouis dans le sable, excepté la partie antérieure avec laquelle ils vont filtrer l'eau pour se nourrir. Donc, grâce au bateau du laboratoire, on va récupérer du sable, notamment proche de la plage du Racou. On va tamiser ce sable, récupérer les animaux qu'on va ici garder dans une animalerie avec un petit peu de sable. Et pendant la saison de reproduction, en réalisant des changements de température, on va pouvoir obtenir des gamètes. Et ici, vous avez une femelle qui a pondu dans un gobelet plein de petits œufs. Donc on va récupérer les œufs. Ici, vous avez une femelle qui est en train de pondre. Le sperme. Ici, vous avez un mâle. Et on va les mélanger pour réaliser une fécondation in vitro dans des boîtes de pétri avec de l'eau de mer. Vous voyez ici, on vient de mettre une goutte de sperme. Et vous voyez la membrane de fécondation qui se soulève ici, qui indique que la fécondation a bien eu lieu et que donc on va pouvoir travailler avec des petits embryons. Ici, vous avez un petit film qui représente à peu près 24 heures du développement embryonnaire de l'Amphioxus. Donc vous voyez la fécondation, formation du zygote. On va avoir les premières divisions cellulaires. Donc 2 cellules, 4 cellules, formation d'une morula, un embryon qui a une tête de petite mûre. Cette morula va ensuite former une boule avec du liquide à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une blastula. Et cette blastula, elle va s'invaginer pour former une gastrula avec 2 feuillets embryonnaires ici et une ouverture qu'on appelle le blastopore. Elle va commencer à nager grâce à ses cils, cette petite gastrula. Et le développement va continuer, et notamment les somites. Ces blocs de mésoderme vont se former de la même manière que ce que je vous ai présenté dans le film pour les vertébrés. Donc si on fait ici le schéma comme on l'a fait pour les vertébrés du mésoderme chez l'Amphioxus, on a cette notocorde ici au niveau axial. Par contre, cette notocorde chez les vertébrés, elle disparaît. Chez l'Amphioxus, elle est maintenue au stade adulte. Et elle est maintenue et elle pousse vers la partie avant. C'est pour ça que les Amphioxus s'appellent céphalocordés. Céphalo, c'est pour tête, cordé, c'est pour corde. Donc ils ont une corde jusque dans la partie antérieure de la tête. Donc ce mésoderme, cette notocorde au niveau axial. Et de part et d'autre de l'axe, tout le mésoderme est segmenté. De la partie la plus antérieure à la partie la plus postérieure. On a des somites tout le long du corps. Donc il y a quelque chose de très différent de ce qu'on a chez les vertébrés. On n'a pas de mésoderme non segmenté dans la partie antérieure et on n'a pas non plus ce mésoderme non segmenté ici qui forme les vaisseaux, le sang et qui participe à la formation du cœur. Donc ces somites, elles vont donner naissance aux muscles, les muscles en V, les muscles en chevron, je vous ai montré tout à l'heure. Mais la partie ventrale de ces somites, elle va participer à la formation d'autres structures. Donc elles ne vont pas former que les muscles, elles vont former les vaisseaux. Et pour certaines des somites, les somites antérieures, elles vont participer aussi à la formation du sang et du rein. Comme en fait c'est le cas ici pour le mésoderme ventral qui est présenté en jaune dans le schéma. Donc on peut se poser la question, quel était l'état chez l'ancêtre des cordés ici? Est-ce qu'il y avait un mésoderme de la tête, non segmenté, comme chez les vertébrés, ou pas? Est-ce qu'on avait un état qui était proche de ce qu'on observe chez les Amphioxus avec un mésoderme totalement segmenté? Et pour essayer de répondre à cette question, ça fait une vingtaine d'années qu'on étudie la formation du mésoderme et donc de ces somites chez l'Amphioxus pour essayer de savoir comment elles se forment et si on peut comparer avec ce qui permet la formation des différentes structures mésodermiques chez les vertébrés. Alors la première chose à laquelle nous nous sommes intéressés, ce sont les signaux que les cellules utilisent
pour communiquer entre elles au cours du développement. Au cours du développement, au départ, toutes les cellules sont identiques, et puis elles commencent à s'arranger dans l'espace, et elles commencent à se différencier. Certaines cellules vont donner du muscle, d'autres des neurones, etc. Et pour ce faire, en fait, les cellules, elles ont besoin de communiquer entre elles, et elles vont s'envoyer des signaux. Et donc nous, on s'est intéressé à un signal particulier, qu'on appelle le signal FGF, signal des facteurs de croissance fibroblastique. Alors juste un petit schéma pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Certaines cellules vont produire des protéines qu'on appelle des FGF, et ici vous avez la cellule réceptrice avec la membrane plasmique, ici l'intérieur de la cellule. Ces petites molécules envoyées par des cellules voisines vont se lier à des récepteurs qui sont transmembranaires, donc qui sont à travers la membrane. Et lorsqu'il y a liaison du FGF à son récepteur, eh bien, il y a toute une cascade de phosphorylation de protéines qui se met en place à l'intérieur de la cellule. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ces cascades, elles vont entraîner en particulier la modification de l'expression de certains gènes, et c'est ce qui va permettre aux cellules de se différencier, donc par exemple de commencer à exprimer des gènes de muscles. Donc on s'est intéressé à cette voie FGF, et on a inhibé le fonctionnement du récepteur au cours du développement embryonnaire chez l'Amphioxus. Et qu'est-ce qu'on a observé? Alors ici, vous avez un Amphioxus à un stade un peu comme le dernier stade que je vous ai présenté dans la vidéo, en vue dorsale, donc avec l'avant ici, l'arrière ici, gauche-droite. Et ici, on a coloré en bleu les cellules qui expriment un gène particulier, qui est un gène qui s'exprime dans la notocorde, au niveau axial, là, le petit schéma, ça correspond à cet embryon, mais aussi dans les somites. Quand on inhibe la voie de signalisation FGF, eh bien, on a quelque chose de très différent. On a ce marquage au niveau de la notocorde. On a ici les somites de part et d'autre, mais dans la partie antérieure, on n'a pas de marquage. On n'a pas de marquage, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de somites, ou est-ce qu'il y a quelque chose, mais qui n'exprime pas les gènes qu'il devrait exprimer? Pour essayer de comprendre, on a réalisé des coupes. Donc vous imaginez ici qu'on fait une petite tranche à ce niveau-là. Et voilà ce qu'on observe au niveau de cette tranche. Donc si je remets le même code couleur, ici, on a au milieu la notocorde. Au-dessus, on a le tube neural. En dessous, on a ce qui va être le tube digestif. Et puis, de chaque côté, ici, on a les somites. Si on coupe au même endroit dans les embryons dans lesquels on a inhibé la signalisation FGF, eh bien, c'est ce qu'on observe ici. Donc, on a la notocorde, on a le tube neural au-dessus, on a le tube digestif, mais on n'a plus de somites. Donc, les somites, lorsqu'on inhibe la signalisation FGF, les somites les plus antérieurs, eh bien, disparaissent. Donc, finalement, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à un vertébré, enfin, sauf qu'il nous manque quand même ici quelque chose. Mais on n'a plus de segments, en tout cas, au niveau de la tête. Alors ensuite, on s'est posé la question, eh bien, que deviennent les cellules qui, normalement, doivent former ces somites? Est-ce que ces cellules, elles disparaissent à travers des processus de mort cellulaire quand on traite avec la molécule qui inhibe la signalisation FGF? Ou est-ce qu'elles deviennent autre chose? Elles changent leur destin. Alors on a montré qu'il n'y a pas de cellules qui entrent en apoptose, donc qui meurent au cours du développement quand on fait les traitements. Et donc on a essayé de suivre les cellules qui normalement doivent former les somites antérieures. Donc ici vous avez un petit schéma de l'embryon au stade gastrula. Vous savez, dans le film, c'est quand l'embryon commence à tourner un petit peu sur lui-même. Ici, il y a une ouverture, c'est le blastopore, donc ça c'est une vue de côté. Et puis ça, c'est quand on regarde au niveau du blastopore. Et en fait, on peut définir ici les zones qui vont ensuite former les somites antérieures normalement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ici une protéine fluorescente photoconvertible. Donc on a fait exprimer cette protéine fluorescente qui fluoresce en vert dans l'embryon. Et cette protéine, elle est photoconvertible, ça veut dire que lorsqu'on l'illumine avec des ultraviolets, eh bien, elle va changer sa couleur de fluorescence. Donc au lieu de fluorescer en vert, elle va fluorescer en rouge. Alors ici, c'est présenté en violet, en magenta. Et donc on a illuminé avec des rayons ultraviolets la région qui, normalement, va ensuite donner les somites antérieures. On a fait ça sur des embryons contrôle, et on a fait ça sur des embryons pour lesquels on a inhibé la signalisation FGF. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien ici, vous avez un embryon contrôle, donc c'est une vue latérale, et ça c'est un schéma de la vue dorsale. Donc on a du vert un petit peu partout, et puis en fait on a du magenta ici au niveau des somites. Donc c'est ce qu'on s'attendait à voir pour le contrôle.
Ici, l'embryon traité, donc pareil, c'est une vue latérale avec la partie antérieure ici, la partie postérieure ici. On voit que dans la partie postérieure, on a du rouge dans les somites, mais dans la partie antérieure, ici, on a du rouge en fait dans la partie axiale qui correspond à la notocorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a traité avec la molécule qui inhibe la voie FGF, eh bien les cellules qui normalement devaient former ces somites antérieures, qu'on ne voit plus, eh bien ces cellules, elles ont changé de destin et elles se sont retrouvées incluses ici dans le mésoderme axial au niveau de la notocorde. Ensuite, on s'est posé une autre question. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe d'un point de vue génétique en aval du signal FGF, puisque ce signal est nécessaire pour la formation normale de cette première paire de somites. Donc, on s'est intéressé en fait au réseau de régulation génique qui se trouve en aval du signal FGF. Je vous ai expliqué que ces signaux allaient contrôler, à l'intérieur des cellules qui les reçoivent, la transcription de gènes, l'activation de gènes. Donc, on a activation de gènes grâce à un facteur de transcription, c'est une protéine, qui va se lier à des séquences régulatrices dans l'ADN qui se trouvent au niveau des gènes dont elle va contrôler l'expression. Donc, facteur de transcription qui se lie, qui va activer la transcription du gène A, donc production de l'ARN messager et production de la protéine. Et ici, la protéine, elle va produire un autre facteur de transcription. La protéine, pardon, est un autre facteur de transcription. Le facteur A, qui lui-même va pouvoir aller reconnaître des séquences spécifiques dans d'autres gènes, activer la transcription dans ces gènes, et ainsi de suite, un facteur B qui est produit, qui peut aller activer la transcription de plusieurs gènes. Donc on peut définir comme ça un réseau de régulation génique qui se met en place en aval d'une signalisation, et ici la signalisation FGF. Donc on a étudié ça en inhibant le fonctionnement de différents facteurs pour essayer de définir cette cascade. Ce qu'on a montré vous est présenté ici. Non, ça va, merci. Donc, on a montré donc, le signal FGF, il est nécessaire pour la formation de la première paire de somites. On a montré qu'il faisait intervenir le facteur de transcription qui s'appelle ETB14, que celui-ci activait d'autres facteurs de transcription, et puis on a pu montrer que les autres paires de somites faisaient intervenir aussi certains gènes, et notamment ces gènes de la famille 6 et PAX. Ça, c'était vraiment très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que si on revient à notre vertébré, donc ici notre petit schéma, avec les somites en rose, eh bien, on sait que chez les vertébrés, la formation des muscles à partir des somites fait intervenir les protéines, les facteurs de type 6 et PAX. Donc, comme en fait, ici, toutes les somites chez l'Amphioxus. Donc ici, on a quelque chose qui est commun. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que les muscles qui sont dérivés de la plaque précordale ou ici du mésoderme pharyngien, eh bien, la différenciation de ces cellules en muscles, elle fait intervenir donc des gènes qui contrôlent la formation des muscles, mais les gènes qui sont en amont de ces gènes qui permettent la formation du muscle ne sont pas des gènes de type 6 et PAX. Ce sont les gènes PITX2 pour la partie axiale et TBX1 pour la partie du pharynx. Or, ces gènes ne sont pas du tout exprimés au bon endroit et au bon moment chez l'Amphioxus pour contrôler la formation des muscles. Donc on a ici quelque chose qui est très différent. Le programme de formation des muscles à partir de ce mésoderme non segmenté est très différent du programme de formation des muscles des somites, et chez l'Amphioxus, tous les muscles en fait se forment de la même manière que les muscles des somites de vertébrés. Ensuite, on s'est intéressé plus en détail aux gènes qui s'expriment dans les somites au cours du développement embryonnaire. Pour ça, on a utilisé une approche de transcriptomique à l'échelle de la cellule unique. Alors, comment ça marche? Au sein d'un embryon, donc si vous avez un stade un petit peu moins avancé que le dernier stade du film que je vous ai présenté tout à l'heure, d'un Amphioxus, donc ils sont tout transparents. En vue dorsale, ici, on a la notocorde, et puis de part et d'autre, on a les somites. Il faut imaginer qu'au sein de cet embryon, on a donc plein de cellules qui sont représentées ici par des sphères, enfin par des ronds, et que dans chacune des cellules, donc ces cellules, elles ont le même génome, donc elles ont les mêmes gènes, mais tous les gènes ne sont pas actifs dans toutes les cellules. Et donc les gènes qui sont actifs
dans chacune des cellules. Ils vont produire des transcrits, des ARN messagers qui ensuite vont donner des protéines qui vont être différents. Eh bien, on a la possibilité de dissocier les cellules de l'embryon, de les séparer les unes des autres, encore vivantes, de les mettre, par exemple, alors il y a plusieurs techniques, mais dans des petites plaques, comme celle-ci, et ensuite, eh bien, on va les séquencer pour savoir, dans chacune de ces cellules de l'embryon, quels sont les gènes qui sont actifs. Et c'est ce qu'on a fait donc, pour la Neurula d'Amphioxus. Une fois qu'on a ces données, on peut regrouper les cellules en raison de la similarité des gènes qu'elles expriment. Donc, plus des cellules sont proches, plus ça veut dire qu'elles expriment à peu près les mêmes gènes. Et voilà ce que ça donne pour un embryon d'Amphioxus, donc au stade Neurula. Tous les petits points gris, là, ça correspond à des cellules, et les points un peu plus gros, les ronds plutôt, ça correspond à des sous-populations de cellules. Et on peut les identifier en raison de l'expression dans ces cellules de gènes marqueurs pour lesquels on sait déjà qu'ils s'expriment par exemple dans la peau, dans les muscles. Donc là en bleu, vous avez toutes les cellules qui correspondent à l'épiderme. Donc ici on a coloré les noyaux de l'épiderme en bleu sur le schéma. Des cellules en bleu foncé qui correspondent au tube neural. Des cellules en rouge qui correspondent à l'endoderme, c'est le futur tube digestif. Et puis des cellules en vert et jaune, eh bien, qui sont les cellules du mésoderme, donc de la notochorde et des somites. Si on zoome sur les cellules qui nous intéressent aujourd'hui, que sont les cellules des somites, on peut représenter ici uniquement les petits points verts qui correspondent aux cellules des somites, et puis on peut les replacer sur une silhouette d'une vue latérale d'un embryon d'Amphioxus, partie antérieure ici, postérieure là, puis vous voyez ici les somites. Et si on regarde dans les différentes populations de cellules quels sont les gènes exprimés, eh bien on voit que dans ces cellules ici, on a expression, alors ici on a représenté en couleur foncée, dans les différents points qui sont présentés ici, le niveau d'expression des gènes. Donc là vous avez le gène ERG-FLI1A et vous voyez qu'il est fortement exprimé en fait dans cette région-là. D'accord ? Donc on a des gènes qui sont spécifiquement exprimés dans la première paire de somites, et parmi eux on trouve des gènes qui sont exprimés dans les muscles de la tête des vertébrés. Et puis, on a pu montrer aussi que dans la partie qui est la plus ventrale des somites d'Amphioxus, on a expression aussi donc d'autres gènes avec leur petit nom spécifique, et que ces gènes, ce sont des gènes qui sont exprimés dans le mésoderme ventral des vertébrés. Je vous rappelle qu'il lui n'est pas segmenté, c'était le mésoderme qui était jaune dans les données. Alors évidemment, ça ce sont les données qu'on obtient en analysant les données de séquençage. Ensuite, on peut vérifier en colorant ici en bleu que les régions de l'embryon qui expriment ces gènes sont vraiment celles qu'on a définies à partir des données ici de cellules uniques, puisqu'on n'a pas d'informations sur la position de ces cellules. Donc, une première paire de somites qui exprime quand même des gènes qui s'expriment dans les muscles de la tête des vertébrés, et une partie ventrale qui exprime des gènes qui s'expriment dans le mésoderme ventral non segmenté des vertébrés. On a continué à s'intéresser à la somitogénèse. Cette fois-ci, on s'est intéressé plus particulièrement justement à cette partie ventrale des somites. Donc ici, vous avez des images. Alors ce ne sont pas des petits drapeaux. En fait, ce sont des images qui sont issues d'images qui ont été réalisées en fluorescence et qui nous permettent en fait de visualiser les contours des différents tissus de l'embryon. Et ensuite de reconstruire en trois dimensions ces structures-là. Et donc ici, on a reconstruit les somites de l'embryon. Donc vous avez un stade Neurula précoce, un petit peu plus tardif, un petit peu plus tardif. Vous voyez qu'il y a des somites qui s'additionnent dans la partie postérieure. Vous vous souvenez, c'est comme chez les vertébrés. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ces somites, donc ici c'est la partie dorsale, elles s'allongent vers la partie ventrale. D'accord ? Elles s'allongent vers la partie ventrale, et je vous ai dit, c'est cette partie ventrale qui exprime des gènes qui s'expriment dans le mésoderme. On a aussi compté les noyaux. Donc pareil, on a marqué les noyaux, on a fait de l'imagerie. En gris, vous avez tous les noyaux de l'embryon, et en couleur, vous avez les noyaux qui sont spécifiques des différentes somites qu'on a colorées. Et ce qu'on a montré, c'est qu'au cours de l'allongement de ces somites ici, eh bien, on a de plus en plus de cellules qui se forment. Donc on a de la division cellulaire lorsque les somites s'allongent, et en particulier de la division cellulaire dans cette région ventrale des somites.
on s'est demandé, donc il y a de la division cellulaire, est-ce que cette division cellulaire elle est vraiment nécessaire à l'allongement et à la formation de cette région ventrale des somites? Donc on a bloqué la division cellulaire de l'embryon, et de manière assez inattendue, on s'attendait vraiment à bloquer tout le développement. Mais en fait, on ne bloque pas la formation des somites. Donc si vous avez les images à ces deux stades-là, pour les embryons contrôle et les embryons traités ici, on a toujours formation des somites, mais la partie ventrale, ici, en fait, forme un nouveau territoire qui n'est pas segmenté et qui ressemble au mésoderme ventral des vertébrés. Si on fait le petit schéma de l'amphioxus, contrôle en vue dorsale, la notocorde, les somites ici de part et d'autre, d'accord, avec la région ventrale en jaune, ici c'est une vue dorsale. Qu'est-ce qui se passe quand on bloque la division cellulaire? Eh bien, on obtient quelque chose qui ressemble à ce schéma-là, donc avec des somites et de part et d'autre, ici, une région qui n'est pas du tout segmentée. Donc ça ressemble un petit peu plus à un vertébré. Je m'arrête sur les expériences qu'on a faites et on fait un petit bilan. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc la somitogénèse, les somites d'amphioxus, ce qu'on a vu, c'est que la première paire de somites, elle est différente des autres. Elle a besoin du signal FGF pour se former et elle exprime des gènes qui s'expriment aussi dans les muscles de la tête des vertébrés. On a vu, en regardant le réseau de régulation génique, que toutes les somites, tous les muscles dérivés des somites font intervenir des gènes qui sont nécessaires pour la formation des muscles du tronc, mais pas des muscles de la tête. Donc les vertébrés, ils ont un programme différent pour faire les muscles de la tête. On a aussi montré que les cellules de la partie ventrale des somites, elles expriment des gènes du mésoderme ventral des vertébrés et elles se divisent lorsque les somites s'allongent et que lorsqu'on bloque la division, eh bien ces cellules, elles forment un nouveau compartiment mésodermique qui ressemble au mésoderme ventral des vertébrés. Tout ça, plus d'autres expériences que nous avons mises en œuvre, eh bien, nous ont permis de proposer un scénario évolutif qui explique l'évolution des différentes régions du mésoderme et notamment des parties du mésoderme qui forment la tête chez les vertébrés. Donc si on place les espèces actuelles, ici amphioxus et vertébrés, donc vertébrés, la notocorde axiale, la plaque précordale qui forme les muscles extraoculaires, le mésoderme pharyngien pour les autres muscles de la tête et les somites. Chez l'amphioxus, la première paire de somites, elle est un peu différente des autres. Elle exprime des gènes qui sont exprimés dans le mésoderme de la tête des vertébrés. Puis ensuite, on a les autres somites avec la région ventrale qui exprime des gènes qui s'expriment dans le mésoderme ventral des vertébrés qui n'est pas segmenté. On peut imaginer, évidemment c'est hypothétique, et on peut en discuter après si vous voulez, que chez l'ancêtre décordé, on avait une organisation du mésoderme similaire à ce qui vous est présenté ici, donc relativement semblable à ce qu'on observe chez l'amphioxus, excepté ici le fait qu'on n'ait pas de notocorde qui grandit dans la partie la plus antérieure. Ça, c'est vraiment quelque chose de dérivé qui est spécifique des céphalocordés. Alors, qu'est-ce qui se serait passé au cours de l'évolution? Acquisition de cette notocorde qui pousse devant. Ça aussi, on a des indications qui permettraient d'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça et donc pourquoi l'ancêtre n'aurait pas eu ici cette notocorde qui pousse dans la partie antérieure. Et dans la lignée qui mène aux vertébrés, on aurait eu une séparation du mésoderme paraxial, donc des somites, et du mésoderme ventral. Je vous ai montré il y a quelques diapositives qu'en fait ça c'est quelque chose que expérimentalement on peut faire chez l'amphioxus. On bloque la division et finalement on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Donc on peut imaginer que c'est quelque chose qui a pu se passer au cours de l'évolution, une modification du contrôle de la division cellulaire qui aurait pu permettre cette séparation de ces deux régions du mésoderme. Ensuite, on aurait eu une modification du rôle de la voie de signalisation FGF et la perte de la première paire de somites. Comme on a vu, c'est ce qu'on est capable de faire chez l'amphioxus, on est capable de faire disparaître cette première paire. Cette disparition ici de la première paire eh bien, aurait été associée à un remodelage important du mésoderme au niveau de la tête. Vous avez vu que chez l'amphioxus, par exemple, les cellules des somites antérieures, lorsqu'on inhibe la voie FGF, qui ne forment donc pas les somites, elles rejoignent un autre territoire
du mésoderme, elles rejoignent la notochorde, et donc on fait des choses nouvelles quand on modifie ces voies de signalisation. Donc on aurait eu un remodelage du mésoderme de la tête et acquisition de nouveaux muscles qui utilisent un programme de muscles, mais dont les gènes maîtres, les gènes qui sont en amont du programme muscle, sont différents. Je vous rappelle, je vous ai présenté, ici on avait 2 gènes PITX et DBX1 qui contrôlent la formation des muscles, ici spécifiquement de la tête. Là aussi on a des indications qui permettraient d'expliquer comment ces gènes ont été recrutés au cours de l'évolution pour faire ces nouveaux muscles. J'ai fini avec ma petite histoire en parlant de tête. Je voudrais remercier pas mal de têtes, notamment les 3 étudiants, Daniel, Lidvina, Anaël, qui ont fait la majeure partie des expériences dont je vous ai présenté les résultats, le personnel de l'observatoire sans lequel nous ne pourrions travailler, la plateforme d'imagerie, les financeurs et puis pas mal de collaborateurs espagnols aussi qui ont participé à ce travail, et je vous remercie de votre attention. Donc j'ai bien compris que vous cherchez à comprendre comment s'est fait l'évolution, mais du coup ma question c'est en termes d'enjeux et d'objectifs appliqués, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Alors, je vais rappeler ici que notre objectif, c'est vraiment la recherche fondamentale et que toute recherche appliquée repose sur une base de recherche fondamentale qui est absolument nécessaire. Donc nos recherches n'ont absolument aucun but appliqué. Par contre, elles peuvent en avoir. Par exemple, la découverte de gènes qui sont impliqués dans certains processus et qui sont ancestraux, dont la fonction en fait, chez les vertébrés n'a pas été mise en lumière parce que les vertébrés sont très complexes, ont une duplication de gènes. Ça, c'est des choses qui éventuellement peuvent avoir un intérêt. Là, si on s'intéresse aux muscles de la tête, un intérêt pour essayer de comprendre le développement de certaines maladies qui sont associées à des développements anormaux de la face ou des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est vraiment la recherche fondamentale, et la recherche fondamentale ne doit pas être dirigée. Et c'est vraiment très important que l'État français, parce que les entreprises ne peuvent pas le financer, continue à financer largement la recherche fondamentale. Je fais un peu de pub. C'est la question, Michel. C'est intense. J'ai une petite question par rapport aux gènes, justement. Si j'ai bien compris, les gènes qui sont impliqués dans le développement d'Amphioxus se retrouvent quasi conservés, homologues au moins, chez les vertébrés et chez l'homme. Et est-ce qu'il y a des spécificités? J'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de gènes propres, c'est une bonne nouvelle peut-être, aux vertébrés qu'on ne retrouvait pas nécessairement chez l'Amphioxus. Mais est-ce qu'il existe des gènes impliqués dans le développement de l'Amphioxus qui ne se retrouveraient pas conservés chez l'homme ou chez les organismes? Alors, entre l'Amphioxus et les vertébrés, effectivement, donc il y a des gènes qui vont être homologues, qui ont été hérités de l'ancêtre de tous les chordés. Ce qui s'est passé au cours de l'évolution des vertébrés, c'est que le génome a été complètement dupliqué 2 fois. Et donc, pour un gène chez l'Amphioxus, on peut avoir, donc orthologue, on peut avoir jusqu'à 4 paralogues chez les vertébrés. C'est le cas, et c'est pour ça que ça complique un petit peu l'histoire. Si je reviens sur le cas des gènes qui contrôlent donc, la formation des muscles de la tête. On sait faire, par exemple, est-ce qu'on sait le transformer? J'ai noté que vous aviez injecté la protéine fluorescente, mais est-ce qu'on peut transformer l'ensemble des cellules? Qu'est-ce qu'on sait sur la génétique de cette espèce? Est-ce qu'on a des mutants? Est-ce qu'on peut faire des croisements? Ou est-ce qu'on est limité simplement aux techniques de biologie moléculaire qui sont très, très, très performantes? Réponse en restant compréhensible pour tout le monde. Pour l'espèce méditerranéenne, donc Branchiosoma lanceolatum, donc il y a entre 30 et 40 espèces d'Amphioxus décrites au niveau mondial. Elles sont toutes très similaires en termes de morphologie. Il y en a 3 qui sont beaucoup utilisées en laboratoire, donc Branchiosoma lanceolatum.
Brachystoma floridae américaine et Brachystoma belchii asiatique. Pour les 3 espèces, on a le génome complet, taille chromosomique, donc on connaît la séquence et la séquence de chacun des chromosomes. Pour l'espèce européenne, on a aussi des données d'épigénétique à différents stades de développement, donc on a des données qui nous permettent de savoir où sont les régions régulatrices des gènes. En termes d'outils, on peut injecter l'embryon juste après la fécondation avec des ARN messagers pour faire s'exprimer à peu près tous les gènes qu'on veut. On a la possibilité aussi de faire de la transgénèse transitoire. On a la possibilité aussi d'utiliser les systèmes CRISPR-Cas9 pour faire des mutants. Avec l'espèce européenne, le cycle de vie est très long, donc on ne peut pas avoir des lignées ni mutantes ni transgéniques. C'est trop de travail. Il faut plusieurs années pour obtenir en fait la 2e génération. Mais par contre, c'est le cas pour l'espèce de Floride, pour lequel on a cette possibilité-là. Et donc actuellement, on a quelques individus ici de Floride. On verra si on va un petit peu plus loin avec eux. Mais pour l'instant, on travaille encore avec l'espèce européenne. Non, peut-être que tu pourrais dire un mot. Au laboratoire, on a comme ça plusieurs, dans le département de biologie intégrative des organismes marins, plusieurs espèces modèles qui permettent d'étudier le développement et d'aborder un certain nombre de questions qui peuvent avoir une incidence sur la compréhension de ce qui se passe dans le développement des vertébrés. Peut-être que tu peux en dire un mot Oui, je peux faire la pub. Je peux faire la pub pour au tout moins le monde. l'explication de l'existence de cette... Je vais faire la de ce département. Donc biologie intégrative des organismes marins, hein, donc l'objectif dans l'unité, donc on est plusieurs équipes, pour nous c'est d'essayer de comprendre l'évolution des organismes et leur adaptation à l'environnement et éventuellement l'acclimatation à des changements environnementaux. Et pour ça, alors je vais y arriver. Pour ça, donc, on a des personnes qui travaillent sur les vertébrés et qui se posent des questions sur le développement du cerveau, mais aussi du mésoderme, avec qui on collabore, qui travaillent avec les requins et qui travaillent aussi avec les lamproies. C'est des vertébrés qui sont un petit peu différents des autres parce qu'ils n'ont pas de mâchoire, justement, donc ça nous intéresse en ce qui concerne l'évolution de la tête. Nous, on travaille sur l'Amphioxus, un groupe qui travaille avec les Tunicii ou l'Urocordés, avec qui on collabore aussi, justement, pour essayer de comprendre l'évolution des muscles de la tête en utilisant aussi ce modèle et aussi l'évolution des neurones qui contrôlent les muscles de la tête. Voilà, aller un petit peu plus loin que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Ensuite, en groupe frère de ces cordées, on a le groupe des ambulacraires dans lesquels on va trouver les échinodermes, donc oursins, étoiles de mer, concombres de mer, et on accueille une nouvelle équipe qui vient de s'installer et qui travaille avec ces modèles-là. On a aussi dans l'unité donc un groupe qui s'intéresse aux méduses. Je pense que vous avez dû voir déjà des présentations de mes collègues, différents aspects qui utilisent les méduses pour comprendre aussi l'évolution des muscles, mais cette fois-ci à une échelle beaucoup plus large chez les animaux, et pour comprendre l'évolution d'aspects liés à la régénération. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et une équipe donc, qui s'intéresse aux poissons téléostéens, tropicaux mais aussi méditerranéens, à la métamorphose de ces poissons et à l'impact de la modification de l'environnement, que ce soit en raison de la pollution ou du changement climatique, sur cette étape du développement qui est le développement post-embryonnaire, qui est la métamorphose. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Et vous avez dû déjà voir des séminaires de mes collègues, et vous verrez un séminaire de notre nouveau collègue qui travaille sur les échinodermes prochainement, qui vous parlera aussi de la tête, mais d'une manière totalement différente de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Merci.